Voilà, je reprends. Donc, on va diviser la table ronde en deux parties. Une première partie qui va durer à peu près une demi-heure, où chaque intervenant pourra présenter les points clés de son point de vue au niveau du grid package et de l'évolution du développement des réseaux et de leur financement. Et puis ensuite, on aura une seconde partie, une seconde discussion, où là, on rentrera un peu plus en détail sur un certain nombre de sujets, et puis où chaque intervenant peut bien sûr réagir à ce qu'il aura entendu lors du premier tour de table. Dans le cadre de, l'ordre qui a été choisi, c'est un peu l'ordre du processus législatif. Donc on va donner la parole d'abord à la Commission européenne, ensuite le régulateur national et puis le TSO pourront réagir, et puis on entendra le législateur avec le Parlement européen. Donc Tom Hughes, may I give you the floor for 7 to 8 minutes. Very good. Thank you very much. Good afternoon, everybody. I'm afraid I'm clearer in English, so I will continue in English. But I very much liked the introduction you gave and the focus on solidarity, because I think for us in the Commission, that is one of the core elements behind the grids package, which we'll get into. Today, when you look around at what our leaders are talking about, what our people are talking about, it's energy prices. And the European Council is constantly flagging, Mr. Draghi is constantly flagging the need to improve the way the energy market is working, not least to improve the way the single European market is working. And for both the market functioning and the market integration, grids are a critical part of that. Whether we're looking at the gap in the interconnectors that the current regime has, we have a gap of about 41 gigawatts of missing interconnectivity. We know there are long queues for connection at distribution level as well as at transmission level. And there's the whole need for electrification, which again comes back to a lack of access to electricity. So there are lots of things about the current regime which are not working, or not working adequately enough, or moving things fast enough for what we need to achieve our goals. And that's the thinking behind the grids package that the Commission's put forward. I guess you all know the different elements of it, whether we're improving and streamlining, speeding up the permitting regimes for building the grids and for building the generation projects. We're reforming the planning regime to make that better. I guess we'll get into the details of that shortly. For us, it's clear that there's been a good framework there. We have the framework that yields the 10-year network development plan, but it is clearly lacking a European dimension that adequately captures, again, the interconnectivity needs we have, the single market integration needs that we have. So it's good, but it's not good enough for what we need to do and need to deliver rapidly. So that's the logic behind the Commission's planning. So related to that, there's the permitting, there's the planning, there's the cost sharing, which again has been a visible constraint on building interconnections. So we need to visit again and make sure we have a better way of sharing out the costs and benefits of financing the interconnections. And there's the completely non-controversial aspect of congestion charges as well, which again we might get into. Again, for us, it's clear that these rents need to be spent as rapidly as possible on relieving the congestion. It's unfair to consumers that they are paying for congestion and then revenues are being used elsewhere. So, and of course, the Commission likes to emphasize we're talking about unspent revenues, a residual part, 25% of the residual revenues that really need to be fast-tracked into relieving congestion. So those are the different dimensions of the grids package. We think it is all about reinforcing the single market, reinforcing the electricity market so that it functions better, which brings costs down, which flows through into lower prices, and then links back to our broader agenda of energy affordability and competitiveness. So that's, as we see the picture, very much founded on issues and perceptions of solidarity. And I'll leave it there. Thank you. Thank you very much, Tom.
Du coup, je me tourne vers vous, Madame la Présidente. Est-ce que vous pouvez réagir et puis nous donner la vue du régulateur français, notamment sur le grid package? Bien sûr, merci beaucoup à Michel et à toute l'équipe de Confrontation Europe pour cette invitation. Je vais donc rester en français, c'est nettement plus confortable. Peut-être un ou deux points d'introduction avant d'arriver au grid package. Je pense que sur l'énergie, on a tous bien compris à quel point c'était indispensable et absolument clé, à la fois pour la compétitivité, c'est l'enjeu du moment, et pour le pouvoir d'achat, pour la souveraineté et pour la transition écologique. Et on sait qu'en matière d'énergie, l'Europe est sous pression, notamment dans sa compétition avec le reste du monde, en particulier la Chine et les États-Unis. Et notre enjeu, c'est donc d'arriver à avoir suffisamment d'énergie et suffisamment d'électricité pas chère, décarbonée et en abondance. Là-dedans, il y a beaucoup de questions qui se posent. Le développement des moyens de production, c'est un sujet qui est national, on y reviendra peut-être, mais c'est un sujet qui est évidemment l'un des éléments. Le fonctionnement du marché et les réseaux. Alors, sur le fonctionnement du marché, on a eu de très longs débats post-crise, enfin au moment de la crise et post-crise, sur market design. Avec de très longues discussions sur que faut-il faire, est-ce qu'il faut complètement bouleverser market design, est-ce qu'il faut complètement organiser les choses différemment. La conclusion a quand même été que le market design était relativement robuste, qu'il y avait des améliorations à y apporter, notamment la possibilité de développer des contrats à long terme, plus. C'est l'une des grandes orientations qui a été prise à l'échelle européenne et nationale, à travers des PPA ou des mécanismes de soutien qui permettent de donner de la visibilité, notamment pour les moyens qui fonctionnent à coût fixe. Mais je ne crois pas complètement que une éventuelle réforme de market design permettrait de traiter le sujet. Le sujet, il est d'arriver à avoir une énergie suffisamment abondante, donc des moyens de production suffisants pour y faire face. Et une bonne partie de cette énergie, en tout cas électrique, sont des moyens de production assez largement à capex et à coût fixe. Et donc la question devient comment est-ce qu'on peut avoir ces moyens avec un coût fixe et un capex le moins élevé possible, sachant qu'ils seront quand même difficilement compétitifs avec le gaz américain, quand le gaz américain aux US sort à un prix extrêmement bas, quelques dollars du mégawattheure de gaz. Donc ça, c'était pour réagir aux propos introductifs sur l'organisation du marché. Mais après, pour arriver à Grid Package, oui, je pense que maintenant, on est tous très convaincus, on le sait déjà depuis tous un certain temps, que dans les sujets énergie, on n'a pas seulement les sujets de production et d'organisation du marché, mais que les sujets de réseau, donc la capacité à acheminer l'électricité d'un endroit à un autre, sont absolument clés. Donc la volonté de développer les réseaux, de trouver les moyens de le faire le mieux possible, le plus vite possible, de façon la plus approfondie et la plus solidaire possible, je pense que c'est une volonté partagée. J'ai la chance de présider le régulateur français, mais j'ai aussi l'honneur de présider le board des régulateurs européens auprès de l'ACER. C'est un sujet dont on discute et avec mes collègues, on est conscient du besoin d'avancer. On a d'ailleurs un position paper en préparation. Une fois qu'on a dit ça, il y a quelques points sur lesquels on est très en accord avec la première proposition telle qu'elle a été mise sur la table par la Commission. Je pense en particulier au fait de ne pas opposer les besoins d'interconnexion et les besoins de renforcement nationaux, parce qu'en réalité, pour développer des interconnexions, encore faut-il qu'on puisse acheminer l'électricité d'un endroit à l'autre, à l'intérieur même d'un pays, surtout quand c'est un pays de transit, et ça, je pense que c'est un point qui est acquis. Toute la complémentarité entre les investissements en dur et la flexibilité est aussi, je pense, un point acquis. C'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en liaison étroite avec le TSO français qui est à mes côtés pour savoir comment investir au mieux et comment ne pas surinvestir et comment mobiliser au mieux les réseaux existants. Et puis, vous avez mentionné le permitting, c'est un point qui est extrêmement important, qui n'est pas du tout dans le champ des régulateurs, mais qui est de nature à accélérer les choses. Il y a 3 sujets sur lesquels les régulateurs considèrent à ce stade, dans le tout début de la discussion et à leur place, sachant que dans votre ordre, on n'est pas vraiment entre la Commission et le Parlement, puisqu'on est en aval, c'est-à-dire qu'on appliquera la réglementation quand elle aura été définitivement adoptée, et donc bien après les discussions politiques. Donc je ne voudrais pas m'élever au-dessus de la condition des régulateurs. Mais donc il y a 3 points qui font débat avec la Commission, les États membres, le Parlement actuellement, et on est au tout début. Le premier, c'est autour de la définition des scénarios
du ou des scénarios. Actuellement, c'est l'organisation des TSO qui fait les scénarios, l'ENSOE. La proposition propose de passer cette compétence à la Commission. La question du rôle de l'ACER, évidemment, est posée. La question du rôle technique des TSO reste posée. Et je pense qu'il y a encore pas mal de débats possibles, avec une question dans la question qui est un ou plusieurs scénarios. Nous, il nous paraît quand même plus sûr d'avoir plusieurs scénarios parce que on a toujours un scénario volontariste dans lequel la décarbonation avance très vite. On a forcément besoin de scénarios un peu plus prudents dans lesquels la décarbonation n'avance pas aussi vite que ce qui est souhaité et les besoins d'infrastructures ne sont pas du tout les mêmes en fonction des scénarios. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est ce qui tourne autour du gap assessment. Donc le gap assessment, c'est la possibilité donnée à la Commission de dire si on fait du bottom-up, voilà les projets d'interconnexion qui arrivent ou de grandes infrastructures, mais la Commission considère que ce bottom-up n'est pas exhaustif et qu'en réalité, il y aurait besoin d'autres projets que les projets identifiés par les TSO, les régulateurs et les États. Et ça, c'est aussi une question, à mon avis, qui mérite approfondissement parce que identifier comment, sur quelle base, financer comment. Donc cette question de gap assessment est sensible. Et puis la troisième question sensible, vous l'avez évoquée, c'est la question de l'utilisation des revenus d'interconnexion. Ces revenus, ils sont autorisés et les coûts sont intégrés dans les tarifs de réseau qui sont nationaux et qui, eux, sont, sur la base des textes européens, de la responsabilité unique des régulateurs nationaux. Et pour avoir cette expérience de régulateur national, une fois tous les, pas souvent, une fois tous les 4 ans, on va rendre compte aux médias, à la population, sur voilà l'évolution des tarifs tels que nous l'avons proposé au gouvernement, qui en général l'accepte. Elle est de plus X% et elle couvre des besoins supplémentaires liés à divers sujets. Et c'est pas facile, parce qu'on retombe sur le sujet pouvoir d'achat, compétitivité. Donc cette évolution des tarifs, il faut qu'on soit en capacité de la justifier démocratiquement. Et aller expliquer que dans ces tarifs, une partie des recettes qui sont liées à des infrastructures qui ont été financées par le tarif finance des infrastructures qui vont être potentiellement assez loin, à un autre endroit européen. Ça va pas complètement de soi. Alors encore une fois, je pense qu'on est plutôt au début du débat. Et donc, il faut que la discussion s'engage, se précise, etc. Mais même si on ne parle que des recettes au-delà de l'utilisation directe pour les infrastructures nationales, en fait, où s'arrête l'utilisation directe et où commence l'utilisation indirecte est une question qui n'est pas si évidente parce qu'on retombe sur les renforcements internes, on retombe sur les mesures de counter-trading, on retombe en gros sur tout le pilotage du système. Et du coup, cet élément qui est en fait extrêmement différent de ce qui se passe actuellement, qui est un vrai tournant dans l'organisation l'architecture à la fois économique, technique et politique des sujets énergie, ça va pas forcément complètement de soi. Donc, on a commencé à avoir ce débat au bord de l'ACER, encore une fois, à notre place, on n'est pas législateur, et donc on participera au débat comme stakeholder, mais en tout cas, ce débat, on l'a pas que en tant qu'expert, on l'a aussi avec la connaissance que nous avons de la capacité à rendre compte auprès de nos concitoyens, auprès des consommateurs, des décisions tarifaires qui sont prises. Voilà peut-être pour nouer la discussion ce que je pouvais dire à ce stade. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je me tourne vers Thomas Vérinck pour avoir la vision d'un TSO sur ce... Merci beaucoup. Merci à Michel pour l'invitation, à l'opportunité de parler aujourd'hui devant vous. Donc, étant français, je vais m'exprimer en français également. Le premier point, c'est que c'est bien de parler des réseaux. Je viens d'un pays dans lequel le débat sur les sources d'énergie est extrêmement vivace. On en a vu encore une expérience récente avec la publication de notre programmation pluriannuelle de l'énergie la semaine dernière. Voilà. Et on est dans un pays en France qui a la chance de ne pas avoir de problème de réseau. C'est-à-dire que c'était plutôt un impensé du débat énergétique ces dernières années, alors que ça ne l'est pas dans un certain nombre de pays européens et que ça ne l'est pas à Bruxelles. Et c'est bien, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il y ait ce débat et qu'on se pose la question de savoir comment et quels moyens mobiliser pour atteindre nos objectifs, qui sont des objectifs climatiques, mais qu'on
présentent de plus en plus, et je pense que c'est une bonne chose, comme des objectifs stratégiques de réduction de notre dépendance aux imports de combustibles fossiles, parce qu'il suffit de regarder d'où on les importe pour s'apercevoir que ce n'est pas une très bonne solution. Donc ça, c'est positif. Après, derrière, la question de ce qu'on y met, donc encore une fois, quand je prends le Thalys, maintenant ça s'appelle l'Eurostar, pour passer de Paris à Bruxelles, on me parle des interconnexions de manière très différente. Donc en France, les gens trouvent que j'en fais vraiment beaucoup, et à Bruxelles, probablement qu'on n'en fait pas assez. La réalité, c'est que la France est un pays qui est déjà très interconnecté, hein, c'est le second pays le plus interconnecté de l'Union européenne. La France a été pionnière pour développer non seulement des interconnexions, mais aussi des mécanismes de couplage. Je me souviens, il y a quelques années, couplage avec la Belgique et les Pays-Bas, une option qui a permis de gagner beaucoup d'argent à infrastructures inchangées, puis l'étendre à l'Allemagne et aux pays du centre de l'Europe. Nous avons, au cours des dernières années, développé des interconnexions avec beaucoup de pays voisins, avec le Royaume-Uni, avec la Belgique. Actuellement, nous sommes en train de construire 2 interconnexions qui sont compliquées, qui sont sous-marines, l'une avec l'Espagne, l'autre avec l'Irlande. Ce ne sont pas des interconnexions qui bénéficient particulièrement aux consommateurs français, mais ce sont des interconnexions qu'on fait quand même. Voilà. Donc la France fait beaucoup d'interconnexions aujourd'hui, y compris des projets qui sont coûteux et qui sont compliqués. Et dans ce monde-là, dans ces circonstances, arrive la question du Grids Package et de savoir quelles sont les étapes supplémentaires. Donc moi, du point de vue d'un gestionnaire de réseau, d'un TSO, que puis-je vous dire ? On a besoin de quoi ? La première chose, c'est qu'on a besoin d'une industrie européenne qui produit à l'échelle les matériels dont on a besoin pour faire le réseau. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, on a besoin de câbles, on a besoin de pylônes, on a besoin de transformateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent des transformateurs en Europe. On a besoin de matériel HVD à courant continu. Et pour la production de ces matériels, comme pour beaucoup d'autres secteurs en Europe, aujourd'hui, il y a la question de savoir si c'est l'industrie européenne qui produira ces matériels et si elle est capable de passer à l'échelle, c'est-à-dire de produire de grandes quantités à coût contrôlé. Moi, ça, c'est un de mes premiers besoins en tant que gestionnaire de réseau. J'ai un deuxième besoin qui est d'avoir des procédures rapides. Donc, c'est la question du permitting, sachant que, bien évidemment, c'est une question compliquée. C'est facile de dire on veut du permitting rapide, mais nos infrastructures sont des infrastructures linéaires qui sont sur tout le territoire. Et expliquer aux gens qu'on a besoin de renforcer le réseau dans le centre de la France pour les interconnexions avec l'Espagne, c'est pas évident. Et pourtant, c'est la réalité technique. On a besoin donc de procédures, on a besoin de trouver le juste milieu. On a besoin donc de quelque chose sur le permitting. On a besoin de financer ces grands investissements. On parle de dizaines ou de centaines de milliards d'euros. Nous avons présenté un plan européen à 15 ans chiffré dans un scénario de transition à 100 milliards. C'est beaucoup d'argent et donc se pose la question de savoir comment on le finance. Et on a besoin de coûts du capital bas pour que ce soit compétitif. Et puis on a besoin d'avoir des trajectoires et des hypothèses de référence qui sont stables, parce que dimensionner un réseau, ça sera différent selon qu'en 2035, on veut arrêter la vente des voitures à moteur thermique ou pas. C'est différent si jamais on croit à l'objectif de 2030 pour les carburants d'aviation durable ou pas. Et donc avoir en permanence ce débat, ce bruit de fond sur la renégociation des objectifs, en réalité, est un bien plus gros problème pour la planification que beaucoup d'autres choses dont on a parlé. Alors, de quoi on n'a pas besoin ? Je pense qu'on n'a pas besoin d'un débat religieux sur la planification. Et je suis persuadé que nous n'avons pas besoin de ça. Un débat religieux, un débat sur la planification, c'est déjà la garantie de trimestres et de trimestres de discussion sur qui fait quoi, qui décide quoi et quand. Et j'ai l'impression qu'on a des choses pragmatiques à résoudre avant. On n'a pas besoin que la réponse à toutes nos questions, ça soit de se dire que par définition, il faut construire des interconnexions en plus. Déjà parce que ça a été rappelé, les interconnexions
ont de moins en moins de sens si on n'intègre pas le réseau interne des pays. Puis deuxièmement, parce qu'il y a des projets d'interconnexion qui sont très compétitifs, il en reste encore à faire, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus coûteux. Et s'ils sont coûteux, ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais ça veut dire que des fois, la question c'est tout simplement de savoir qui va les financer. Je pense qu'on a un troisième problème qui est un certain déni sur les problématiques opérationnelles d'exploitation des systèmes. Bon, je suis gestionnaire de réseau, on fait face à l'équilibre du système en temps réel, il faut bien que j'en parle. Aujourd'hui, la question pratique est de savoir à quelle vitesse nos systèmes évoluent par rapport aux transformations importantes dans le mix de production. Et donc, il faut qu'on soit en situation de contrôler les grandeurs physiques. Et c'est l'essentiel du travail d'un gestionnaire de réseau. Et enfin, je crains, ou je vois dans la discussion des fois un petit peu de pensée magique, où on aligne les kilomètres en se disant il nous faut tant et tant de kilomètres de réseau en plus. La réalité est que on doit tous faire le travail d'essayer de sélectionner les investissements qui sont les plus compétitifs. Et c'est l'essentiel du travail qu'on fait, nous, à l'échelle nationale, au niveau de RTE, et sous le contrôle du régulateur, et globalement de tout notre écosystème, pour essayer, non pas de dire « je vais lancer tous les projets qui ont de la valeur », mais juste ceux qui ont le plus de valeur. Et ça, c'est important parce que, à la fin, c'est nous qui sommes responsables, le régulateur dans son champ de compétences, RTE ou le TSO dans le sien, devant nos concitoyens. C'est nous qui allons expliquer que les tarifs vont augmenter. Et si on croit vraiment à nos objectifs de décarbonation, si on veut que l'électrification soit compétitive, ben on a besoin de ne pas surinvestir dans le réseau. Et donc moi, je suis dans une position assez paradoxale aujourd'hui, parce qu'en fait, ce qu'on essaye de faire tous les jours, c'est de trouver la séquence d'investissement qui est la moins coûteuse possible. Et ce que je crains, de ce que j'entends dans un certain nombre, pas forcément du texte, mais d'éléments de présentation du Grids Package, c'est que ça nous conduise à surinvestir, en réalité. Donc, aujourd'hui, le paysage de risques et d'opportunités est le suivant. Bien évidemment, il faut investir beaucoup d'argent dans les réseaux. Bien évidemment, il y a des choses à faire en coopération au niveau européen. Mais je ne suis pas certain, pour répondre à la question qui m'a été posée, que la solution institutionnelle qui consiste à se dire on va faire un unique scénario et on va en fait créer une sorte de nouvelle ressource propre en prenant les recettes d'interconnexion et en les fédéralisant, soit la meilleure solution. En tout cas, il ne faut pas qu'elle nous écarte des problématiques opérationnelles auxquelles on est confronté à court terme. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Bruno Tobak pour avoir l'avis d'un parlementaire européen. L'avis du peuple. Well, just to be clear, I speak in English for two reasons. First of all, most of this debate in the Parliament is going on in English, so I'm kind of used to the terminology. And second, being Belgian, speaking French would be making a political choice. And I have enough things to explain as it is without having to add that one on top of it. Okay, but just to be clear, this is the voice of the people, one member of parliament. This is not the parliament. I think there's kind of a broad consensus in the parliament on the need for a grids package. That is not the same as saying that there is a broad consensus about every little bit of the grids package and of every element of it. We'll find that out in the coming months and probably, hopefully, touch wood by the end of the year. That being said, I want to maybe take advantage of the fact that I'm the last one in the line here and react to a few of the statements. Now, I would say that the grids package is not just about or should not be just about building interconnectors, and it's also not just about centralized planning on a European level, and everyone will do what the Commission says. It may be a little bit of both of those things, but it's also a lot more than that. And it's maybe the last statement that you just made that I want to react upon.
we need to invest in the projects that have the most value, le plus de valeur. The problem is, how do we define which are those projects that have the highest value? And who defines them? And based on what desired outcome? And that one is different if your desired outcome is, I just want the cheapest electricity prices on the level of France, or even maybe on the level of my own city in Germany, and in my Stadtwerke, I'll do it as is best for my citizens. Or if you look at it at the level that I suggest we should look at it, what is the best way to build a European energy system that allows us strategic independence, that allows us decarbonization, and that allows us to give better energy prices to our industry in every part of Europe. Because the situation we are in right now, where electricity prices in Spain are half as much as electricity prices in Italy, which are still, and in Romania they are 3 times higher, it is not helpful for European industrialization. It is not helpful to stimulate those European producers and manufacturers of, for example, grid equipment, cables, transformers. It is not helpful to our citizens because in many cases, most of them pay more than they could pay if our system was more integrated. That is an objective fact. I mean, you have presided Acer. I think it is Acer that made the calculation that the current level of interconnection, just the interconnections that we have right now, saves us, and us meaning the European citizens, over 30 billion euros per year in avoided congestion charges, in limited curtailment, which is just another nice word for throwing away free electricity because we cannot transport it, while at the same time complaining about high energy prices. That is in the current state of affairs and the current interconnection level. We all know, and it is not a one-on-one. It's not if we build 5 more interconnectors, we do another 10 billion less. But we do know that better integrating the European electricity market will lead to general lower prices in Europe. What the baseline for lower means is a discussion that the grids will not decide, but lower prices in Europe, which is what we need. And will give a better way of making an efficient market in Europe, which is also something that we need. So I would beg everyone to look at this discussion in that way. The way we are doing things today in Europe, it works in Belgium, the lights don't go out. It works in France, the lights don't go out. But if our only ambition is to not let the lights go out, I think we're being very short-sighted. I think we can do a lot more than that, and we need to do a lot more than that. And let's make this very simple. If competitiveness, and you were a great proponent of putting competitiveness central. If competitiveness is essential, we will need to transition to electrification and to a lot more renewable production. That renewable production is one of the main reasons why, for example, prices in Spain for electricity are half as what they are in Italy, because that is basically the difference in the level of renewables integration. Whatever the national electricity mix will be, and that is a very abstract and, in my case, in my eyes, unnecessary discussion, because that too is quite simple. If your electricity mix at the national level is based on fossil fuels, you'll not have competitive prices, period. And you'll be dependent on whatever Donald Trump, Vladimir Putin, or the Saudi Arabian regime decides to do with your industry. So no one in his sound mind wants to go there. The alternative is to go to electrification. Anyone that goes to electrification at the European level will end up, in the longer term, with a mix between nuclear and renewables, with renewables being the largest part of it. And in the short term, probably the fastest growing part of it
because the SMRs that we're all dreaming of, I think there's one producer with ongoing projects of building them in Europe, the first one, and not even in the EU, but in the UK, and the first one to be delivered is in 2035. If we're going to wait on those, by then there will be no industry left in Europe. So in the meantime, we'll have to move faster. If we want to decide what are the most valuable projects and the most cost-efficient projects with the biggest impact on cost and on integration and on opening up new possibilities for power purchase agreements, for contracts for difference, for integrating industry, we need a lot more objective and transparent data than we have today. Not just at the national level, but at the European level, where we can compare them and where we can indeed see where the impact of a cross-border interconnection and the costs of that in relation to what we need to do at the national level in the national grid, and not just at the TSO level, but probably even more at the DSO level. If we want to know that, we need a scenario with which we can benchmark it, where we can measure what we are doing. And we need to measure it in a way that can explain it to everybody, again, the people that will be asked to put their money in it. Because yes, if I am a citizen, I want to know why I am spending money on the grid. I want to have a way, I want to have someone explain to me, numbers in hand, why it will result in lower energy prices for me, why it will result in jobs because of an industry that is there. I want to know why the European Union and the European Commission will probably be co-sharing in the cost of a number of projects because they are relevant at the European level. And I want to be, as an investor, convinced that I am investing in something that is worthwhile and that is going somewhere. And I want to, and on one end, and at one point, we are not just convincing the TSOs to invest. We're not just asking or trying to convince DSOs to invest. What we're doing in this transition towards electrification is trying to convince about 500 million investors to invest. Because when we talk about battery electrical vehicles, when we talk about heat pumps, when we talk about any kind of electrification, that is an investment that goes from literally from the builder of a nuclear power station down to the buyer of a car, or to someone who decides how to do his renovation in his or her home. So we need to convince them that we know where we are going, rather than losing ourselves in small battles between different kinds of technologies and different kinds of plans, and my plan is better. If your plan is better, show me the numbers. The problem is we have right now no way of coordinating those 27 separate numbers or matrices or systems that will convince the people that their money is being wisely spent. And if we look at the energy prices today in Europe, I think the conclusion is that we are not always spending it in the most efficient way. So by all means, let's try and do that better, instead of convincing everyone that what we're doing right now is the best possible effort in the best of the worlds, because it is obviously not. Thank you very much. We can start a second row. Maybe, Tom, I can give you the floor to react to what you've heard. And maybe one question to start with, because we haven't touched upon the 8 energy highways. Is it like a super PCI project, or do those energy highways will have a legal effect? Can you clarify this point? Thanks, and thank you very much for the presentations. It's a very interesting discussion. On the 8 highways, I could have mentioned them. Indeed, they're another part of the grids package where we've said we have a good framework, we have the PCIs, we have the CEF, the wonderful CEF, but evidently, across the board, there are weaknesses and imperfections in the way the process is working. And in particular for these 8, which have a sense of urgency about them for one reason or another, because they're innovative, because they're politically important, because they're structurally important for the market. There are different reasons behind these 8, but these are particularly important PCI projects which need an extra push.
Now, that doesn't need to be legal. Already with the PCIs, we've created high-level groups. We've created the regional groupings to foster discussion, foster exchange, to be clear about what these different interconnectors bring, to be clear that for the different parties around the table what the benefits are. And we've created rapporteurs for each of these different groups. So in that sense, this is just for me, it's another effort on top of the regional push, the high-level groups push on particular projects to really drive them faster. All of them need to be driven faster. Perhaps these for one reason or another more than others. That's my take on the highways. I think it's a good example of what the grids package is doing, and I very much agree. We're at the early stages of the discussion, and I clearly see that there's a need for reassurance about what the grids package is trying to bring. I don't see it as revolutionary, a major step, and we're not taking everything away in terms of control from the people who do know what's going on the ground and keeping it to ourselves in the ivory tower of Brussels. That's absolutely not the intention. And so we need to make it clear in the discussion that the role we're seeing is fostering the ongoing discussions to make sure that the European dimension that you flag is very much brought into that discussion because it's not adequately treated at the moment. So there are different ways of doing that. In the planning aspect is one. On the interconnections, we agree absolutely. We are not saying all interconnections are equal and all of them are needed. Indeed, the Commission's own PCI process is a screening process to screen out projects we don't think are warranted. But for those projects that are warranted, we clearly need to get a better sense of what the local costs and benefits are. If we have France on the one hand thinking we're perfectly well interconnected, we don't need anything more, it's just a burden to our ratepayers. Then we have Italy and Southeast Europe crying out desperately for greater interconnectivity because of their shockingly high electricity prices. We've got to bridge those two perspectives, but we've also got to make it clear that France can benefit, not for every project. France can benefit from greater interconnectivity. Certainly the ones that are coming on now, we hope, are going to be beneficial. But where there is a clear benefit outside of France, we need to make it clear that the methodology is not imposing an unnecessary burden on France and the French ratepayers. So a better understanding of the cost-benefit sharing methodology should mean that those benefits are paid, when the benefits are derived from outside a country's borders, the costs are borne outside those borders. So it's a cost-sharing perspective. So we definitely need clearly to provide that kind of reassurance. But I think it's a gradual approach. We clearly, and we try to say it as often as we possibly can in the package, that we need to be working with all the players who are there now, who have the data and understanding of the system and the needs, who are there now. But that can be smoother and better. So I wouldn't call it a marginal change, but I wouldn't call it a revolutionary pivot either. Thank you. And regarding the gap assessment that was mentioned by the president of CRE, do you see that as a revolutionary regime or just the normal? It's somewhere in between. It's somewhere in between. I mean, in a sense, it's building on the PCI process that we have to, if you like, have a second look at what constitutes a European optimal perspective on a given situation. Now, we've had the PCI process. That picks up, well, a vast number of projects. Some of them get screened out because we don't think they're relevant as interconnections, or they're premature, or whatever the case might be. So on the one hand, we are screening out some projects, but we also end up with a feeling that there are 41 gigawatts of missing connectivity, which doesn't always get picked up. So in a sense, it's insisting that we have a second look at this. And I think what the Commission needs to start saying the moment we say that is that none of this can be done without the Member States
and the system operators and the regulators present at the table. That, with the 10E group that we're creating is absolutely to make sure everybody's around the table and we build a consensus about what these gaps are. But again, it all feeds into each other because a better understanding of the gaps is helped by a better understanding of what the costs and benefits are and how we're actually going to share out those costs and benefits on the financing side, another important dimension. So these are, in a sense, they're trying to mutually reinforce each other and create a better, more consistent regime that shares the benefits but picks up the European dimension better. Thank you very much. Emmanuel Vargon, do you want to react to what you've heard so far? Sure, with pleasure. Je pense qu'on partage en fait beaucoup de points de départ et de points communs sur le fait que le réseau est absolument clé, qu'on a un sujet d'intégration et qu'on a un sujet de compétitivité et de pouvoir d'achat d'ailleurs à l'échelle européenne. Donc ces points-là sont des points de départ communs. Je pense qu'on partage aussi l'idée que tout ceci va se préciser dans des discussions à la fois techniques et politiques pour trouver les bons points d'atterrissage et les bons compromis, comme ça se produit toujours dans les discussions européennes, et que donc on a des marges de précision, d'éventuelles évolutions. Mais peut-être 2-3 remarques. La première, c'est, vous avez raison, il y a bien des projets pour lesquels on n'a pas forcément un intérêt à l'échelle des 2 pays frontaliers, mais on peut avoir un intérêt à l'échelle européenne. Et se dire, ces projets, il faut les regarder, et du coup, si on les regarde, comment est-ce qu'ils sont financés, et est-ce qu'il peut y avoir un financement complémentaire qui ne pèse pas que sur les 2 pays concernés, mais qui est complémentaire. Évidemment, une question intéressante, à laquelle on répond déjà partiellement, hein, puisque je vous rappelle qu'on est en train de construire une interconnexion entre la France et l'Espagne, hein, donc le golfe de Gascogne. On est aussi en train d'en construire une avec l'Irlande, donc la France n'est pas en train de dire on a suffisamment d'interconnecteurs, puisqu'on en a bien 2 en construction et intéressé par continuer à regarder tout autre interconnecteur qui a du sens. Mais sur le golfe de Gascogne, on a eu une subvention européenne significative, très importante, et qui a permis de boucler le projet justement avec l'idée que cette interconnexion, elle a de la valeur pour les Espagnols, pour les Français, mais au-delà. Donc, la question de dire, dans un CBCA, il faut qu'on regarde la valeur et les coûts pour chacun des 2 pays, et donc les consommateurs de chacun des 2 pays, mais aussi plus largement, je pense que ça a tout à fait du sens. Dire, mais du coup, les recettes qu'il va falloir utiliser pour financer tout ça sont des recettes à prendre sur le champ des recettes d'interconnexion ou des recettes de congestion. C'est là, je pense, que la question est, de mon point de vue, peut-être un peu plus ouverte. Parce que, en fait, les moyens de production sont nationaux et les 2 sont liés. C'est-à-dire les pays qui ont des prix bas et donc un différentiel de prix important avec leurs voisins sont des pays qui ont beaucoup investi dans les technologies qui sont à coût marginal faible, donc en particulier les renouvelables. Et ces investissements, ils pèsent sur les budgets de ces pays-là. C'est vrai pour l'Espagne d'ailleurs aussi, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour les pays qui ont un développement massif des ENR qui sont quand même assez largement subventionnés en France à travers des contrats pour différence et pour différents mécanismes. Donc, ces recettes, elles tombent pas du ciel, elles sont d'une certaine manière le résultat côté tarif d'un investissement qui a été fait côté budgétaire, en soutien de la production. Et inversement, les pays qui ont des prix élevés sont parfois soit complètement dépendants des fossiles, soit avec un peu moins de capacité et donc un peu moins un équilibre offre-demande qui est un petit peu plus tendu, donc un peu moins de subventionnement de la production. Et donc il faut aussi qu'on mette ça en perspective entre ce qui est payé par le consommateur, ce qui est payé par le contribuable d'un pays et ce qui doit être payé à l'échelle européenne. Donc je pense que la question de dire il y a des bénéfices qui ne sont pas que binationaux. On ne peut pas raisonner qu'à l'échelle d'une frontière. Il faut qu'on raisonne à l'échelle de l'Europe. Et on cherche bien la compétitivité du continent européen, parce que l'enjeu, c'est bien nos grands autres compétiteurs. Je pense que ça, moi, je me retrouve tout à fait dans cette approche. Après, c'est plutôt la question de comment, quel type de subvention, quel type de moyens et quel type de mutualisation. Et je pense que c'est là qu'on peut encore probablement préciser les choses. Et peut-être une question, comment est-ce que vous voyez le partage des compétences entre l'échelon national et l'échelon européen dans un espace qui est de plus en plus interconnecté? Est-ce que quelque part le sens de l'histoire ne peut être que une perte de compétences nationales vers une attraction vers l'échelon européen, ou est-ce que ça peut se faire différemment?
Je pense que le premier sens de l'histoire, c'est une coopération extrêmement forte, technique et politique de chacun des échelons. Coopération à l'échelle des TSO, bien sûr, coopération à l'échelle des régulateurs, c'est le sens de l'ACER, Agence de coopération des régulateurs européens, et coopération ensuite avec la Commission et le niveau européen. Il y a énormément, je pense, de progrès à faire encore dans cette intégration très forte. Après, ça peut être des choix politiques très important. Les mix sont pour l'instant un choix national, les tarifs sont pour l'instant à l'échelle nationale, c'est pas gravé dans le marbre. Ce qu'ont fait les pères fondateurs, ça peut évoluer et ça peut évoluer dans plein de directions différentes. Et ça, c'est bien au-delà de mon rôle de régulateur. Mais d'ailleurs, c'est ce qui a été dit. Il y a déjà, je pense, une marge importante dans le travail en commun et dans le continuum. Parce qu'en fait, on est solidaire. Là, je reviens à votre introduction sur la solidarité. On est en réalité complètement solidaire de ce qu'on fait entre l'échelle nationale et l'échelle européenne. Et c'est comme ça, je pense, qu'on le conçoit. Merci beaucoup. Thomas Vérinck, alors, on a bien compris la position d'RTE sur les interconnexions et aujourd'hui en Europe. Sur les investissements, on voit les besoins en investissement qui sont colossaux. Est-ce que sur les outils de financement, il y a des évolutions à espérer ou à attendre? Sur les outils de financement, moi je pense qu'on devrait en discuter davantage. Ça devrait être plus ça. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Moi je sais parfaitement que dans cette discussion sur le Grids Package, nous risquons, gestionnaires de réseau, et encore plus gestionnaires de réseau plus français, d'être mis dans la case grincheux. Je sais que c'est un risque. Mais quand même, on voit pas pourquoi, voilà. Mais la réalité, c'est que de toute façon, on parle d'investissements qui sont considérables parce que moi, je partage absolument les propos qui ont été dits tout à l'heure. L'électrification est absolument essentielle à nos objectifs climatiques et stratégiques. Donc, ça nécessite qu'on fasse monter la part de l'électricité dans notre mix. Et en fait, c'est quand même pas en train de se produire. Si on regarde, on aimerait que ce soit le cas, mais on regarde sur longue période, ça évolue quand même très peu. Donc, et ça pose des problèmes d'ailleurs de financement, parce que plus vous investissez, si jamais la part de l'électricité reste la même, plus ceux qui consomment de l'électricité vont supporter une part importante de ces coûts-là, et donc ça pourrait être contre-productif par rapport à l'objectif qu'on recherche. Donc on est déjà très très mobilisé sur cette question, et en plus on a des réseaux qui sont âgés. Voilà. Donc en France, si je prends le réseau français, on a encore une partie du réseau qui date de l'entre-deux-guerres et une grande majorité du réseau qui a été fait entre les années entre 1945 et 1970. Outre le fait que ce réseau est donc plutôt âgé, il est par rapport à un réseau. Il n'a pas été fait en pensant au changement climatique. Donc ça veut dire qu'au cours des prochaines années, on doit le renouveler en l'adaptant. Et ça, c'est une des plus grosses dépenses des gestionnaires d'infrastructures et des TSO notamment. Donc ça fait des besoins qui sont considérables. Par rapport à ça, l'idée, c'est d'aller chercher des sources de financement à bas coût là où elles existent. J'ai entendu des idées qui pouvaient être intéressantes sur la Banque européenne d'investissement. Donc ça circule dans la discussion autour du Grids Package. Mais voilà, regardez le déroulé même de notre discussion. On parle plus du scénario central que du financement. Et en fait, c'est exactement ça. C'était exactement ça mon point. En fait, la solidarité, elle existe. Et j'ai envie de dire, la solidarité entre les gestionnaires de réseau, elle existait même avant qu'il y ait la politique européenne du marché unique. Elle existe parce que de toute façon, on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Les systèmes sont techniquement solidaires. Ils sont techniquement solidaires. Donc la coopération technique entre les gestionnaires de réseau, c'est une réalité dans tous les cas. La deuxième chose, c'est que les intentions sont bonnes sur le Grids Package. Moi, j'ai aucun problème à le reconnaître, ni à dire que le système actuel pourrait être amélioré, bien évidemment. Les procédures, la création l'élaboration du T-Way NDP, c'est un processus qui est long, qui apparaît
qui apparaît difficile à comprendre par un certain nombre de personnes. Donc, qu'il y ait des zones d'amélioration possibles, j'en conviens absolument. Le problème, me semble-t-il, c'est qu'il y a quand même, y compris dans ce qu'on s'est dit aujourd'hui, une ambiguïté. Soit on dit ce texte est une façon d'égaliser les prix de l'électricité dans les différents États membres, ou de créer, d'identifier des financements communs pour les infrastructures. Et il faut assumer qu'il y a une forme de fédéralisation de la politique énergétique. Et dans ce cas, il faut en débattre comme tel. Soit on dit c'est une plateforme de coopération technique pour échanger, benchmarker, et c'est autre chose. Donc c'est plus réduit en termes d'ambition. Mais j'ai l'impression selon les interlocuteurs, on change, voilà, entre ces deux objectifs. Je vais prendre pour finir l'exemple des Energy Highways, parce que je trouve que c'est intéressant. Vous avez dit l'Energy Highways, c'est un endroit où on a besoin un extra push de la part que ça soit, et ça peut être des fois essentiellement politique. En fait, les interconnexions, on en a tous l'expérience, c'est jamais qu'une question d'économie. Jamais. Donc, si on se dit l'objectif du Grids Package, c'est d'avoir un benchmark pour comprendre la valeur économique de chaque interconnexion, moi, je ne sais pas si dans cette liste, par exemple, on aurait sélectionné en premier un des plus grands projets qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui est avec l'Irlande. Si jamais la France développe une interconnexion avec l'Irlande, c'est au titre des conséquences du Brexit et d'un impératif politique qui a été partagé entre États et avec la Commission européenne sur le fait qu'il fallait que l'Irlande soit connectée en fait via la France à l'Union européenne. Bon, faire un scénario central, faire un benchmark, ça va pas nous aider forcément à résoudre ce type de questions qui sont jamais que des questions économiques. Et donc, mon point, c'est de dire, la démarche des Energy Highways, elle me semble bonne, justement, se dire, on veut mieux connecter les pays baltes au reste du système européen, bien évidemment, on est tous d'accord. Se dire, l'Espagne demande une interconnexion et reconnaître qu'en fait, ce n'est pas une problématique franco-espagnole, c'est une problématique entre l'Espagne et, comme ça a été dit, l'Italie ou l'Allemagne qui ont des prix plus élevés, d'accord. Il faut juste qu'on reconnaisse que l'électricité, elle va quand même passer par un pays et qu'il faut qu'on arrive à voir comment on finance les renforcements qui sont associés. Donc moi, je suggère tout simplement de se préoccuper de choses assez pratiques, pragmatiques, qui nous permettront d'avancer et d'essayer d'électrifier un peu plus. That's a very broad question. I think that if you look at what's going to happen at the European energy market, if we want to have lower prices than we have today, we need to integrate more of the potential renewable production and start by curtailing less and then developing the potential that we have. To do that, we need not just stronger networks or bigger networks, we need different networks than what we have built in the past, because they have not just only been built for the climate of 40 years ago, but also built for a very centralized energy system, which is going out of date and being replaced. Is that a political discussion? Is that the result of a geopolitical reality? Is that a technological development? Basically, I find that a very useless discussion. Anyone who tries to make it into a political discussion is basically trying to slow it down. The reality is that no single European country will be able to do the transition towards more electrification all by itself. And we will need, because at the national territory, it is just simply not efficient from a system cost point of view. And so me as a consumer, I will be paying the system cost. However it is distributed. Right now it is to a higher degree
the fuel cost and the OPEX of the fossil fuels. In the future, it will be probably in a much more intermittent production and decentralized production system. A lot more of the cost will be in the grids, and a lot less will be in the price of the electricity, because that will be at very low marginal cost once the investment for the production capacity has been made. And so, yes, we need to adapt our thinking, and the first thing we need to realize is that it is simply not possible to do it individually. As a national country, even for France. I mean, you can imagine yourself independent until 2022, when suddenly there was a problem in the French nuclear park, and over the span of 1 year, you imported about the equivalent of the entire Belgian production in France. Yes, and other years you will be a transit country. Yes, the fact that you have that flexibility of being 1 year a transit country, the next year a massive importer, and being able to do, for example, cross-border PPA contracts will be nice for your national industry, it will be nice for national producers, and it will bring down the system cost. And me as a consumer, I don't really care if I'm paying more for electricity or more for the grids. I only get one bill. And that's the same for an individual household as it is for an industry. What I want to know is, what is Europe doing to bring, and what are you doing, and what is your share in bringing the electricity price and the energy cost down? And that is why we need a clear case for system cost. And today a lot is possible, and I'm not saying there's no solidarity, but if I look at for example, the interconnecting between Belgium and Denmark, we simply do not have the means and the rules to permit an asymmetric cost distribution. The only way to solve it is that we still pay 50-50 and the European Union pays the rest. Whereas there is a very valid case where Belgian industry would probably be willing, I'm not saying happy, willing to pay more as a customer for that connection, because they will benefit more than the Danish consumers will benefit. We simply do not have the calculation basis to do that calculation, and we do not have it transparently. And I'm going to stick to the North Sea. I think the North Sea is the best example in the recent past of how it is impossible to develop the entire potential on a purely national basis. There is a reason why there is a North Sea energy cooperation. There's a reason why there is an intensified cooperation there, which goes beyond just everyone throws their investments in the bag. No, you try to plan them together, you try to develop them together, you try to make agreements on infrastructure, less than we should. Because, for example, if you could standardize the kind of subsea cables that we use, you could also share the repair capacities and the spare capacities for that cable, which is something that TenneT is doing for just its own part. But if you look at the resilience perspective, the risk of damage to subsea cables, the vulnerability of those subsea cables, the probability that there will be damage, if you can agree on standardizing parts of the equipment, you can share a lot of the repair capacity and again bring down the system cost, which I as a consumer will be paying. Will that mean that, yes, some of the TSOs will have to renegotiate their contracts with some of their suppliers and maybe pool a contract for cable purchase and for storing spares? Probably. Will that be good for me as a consumer? Yes, because it will be cheaper. Will that be good to help develop production capacity in Europe? Yes, because it will give a very clear investment signal to the producer of that cable equipment, and most of them are European and producing in Europe, about what it is we need, how much it is we need, and what would be a fair price for that. And if everybody does it separately, and even in spite of that very intense North Sea cooperation, everybody is still mostly doing it separately, the cost goes up, the time for supply in the whole value chain gets longer, because no one is gonna build just one cable. Everyone, you're going to look for different suppliers with different types of specifications. It will all take longer. It will be more expensive, and the result will be less. And you know, if there's a reason why solidarity is in the treaties, there's a reason why solidarity is a basis for cooperation. It's that it's simply more efficient. The outcome of solidarity, and okay, I admit I'm a social democrat,
the outcome of a system that is based on solidarity is mostly cheaper with a better result for a much larger group of people, which is not to say that some will not be having, will maybe have just a marginal advantage. But at least if we have clear numbers, we can also compensate maybe that difference. The other example on interconnection and on congestion charging, we know that, for example, between Norway and Sweden, the Norwegians had a lot smaller benefit or paid more, and the Swedes paid less. If you have those numbers clearly on the table, at least you can have the Swedes compensate the Norwegians, and they can both profit, which would be a very much more interesting outcome than what we have today, where one is frustrated because they pay too much, and the other one is frustrated because they cannot make any money. Thank you very much.